Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode des Miettes. Nous sommes toujours sans nos impairs ce soir. Nous les avons retirés déjà depuis la dernière fois. Et après nous être joyeusement disputés sur ces deux épisodes de franchise qui nous tiennent à cœur, que sont Fast and Furious 2 et Fast and Furious Tokyo Drift, nous allons avoir un épisode ce soir, je l'espère, plus apaisé, ou peut-être pas, autour d'un autre film qui nous intéresse, qui est le film Last Days, réalisé par Gus Van Sant et sorti en 2005. Est-ce que peut-être, Mehdi, tu voudrais résumer ce film que tu m'as tant vendu jusqu'à ce que je me décide à le voir? Eh bien, figurez-vous, la veille de l'enregistrement de ce podcast. Bonjour à tous et bonjour à toi, Hélène. Alors, Last Days a pour projet de s'inspirer des derniers jours de Kurt Cobain, chanteur de Nirvana, groupe grunge des années 90, de manière plus ou moins non officiel, parce que c'est pas son vrai nom. On reprend pas point par point ce qui lui est arrivé à Kurt Cobain, mais on essaie d'imaginer ce qui lui est arrivé lors de ces derniers jours avant son suicide. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le film? Comme pour le résumer, pas grand-chose finalement. On suit les errances de ce personnage. C'est un film qui est très peu dialogué, qui a une intrigue qui n'a pas vraiment d'intrigue finalement. C'est un film qui parle de la dépression et qui le fait du coup de la manière la plus sensorielle possible, je dirais. Qu'est-ce que t'en as pensé, dis-moi, Hélène? Tu me l'avais pas mal vendu comme un film qui fait preuve d'une certaine lenteur et qui a quelques éléments qui se détachent de cette lenteur et font quelque chose de très sensoriel en fait, et qui finalement frappe émotionnellement parlant. C'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai vu ce film-là. J'avais vraiment peur, vu ce que tu m'en avais dit, de terminer complètement en PLS et en larmes et en boules sur mon tapis. Ça a été, c'est un film que je trouve effectivement très sensoriel. Comme tu dis, il est peu dialogué. Il y a assez peu de paroles, sauf quand tous les personnages sont réunis dans des endroits particuliers qui servent la narration. Le reste du temps, on est beaucoup plongé quasiment dans de l'ASMR. Les sons sont extrêmement prononcés et on a une vraie modulation spatiale grâce à ces derniers qui tentent à nous plonger dans une espèce de transe qui est finalement pas si éloignée de celle dans laquelle semble plonger le personnage principal, donc qui s'appelle Blake dans le film. Et c'est un film, on peut pas dire contemplatif parce qu'il se passe des choses quand même, et dès le départ, il nous plonge dans une forme d'errance. Et en fait, j'apprécie beaucoup ce genre de film qui te pose à un point et tu sens au fur et à mesure du visionnage que en fait t'es suspendu juste avant qu'il se passe quelque chose d'extrêmement fort. Et donc ce qui se passe à la fin, c'est quelque chose d'extrêmement fort, effectivement. Et tout le film, en fait, est là pour mener à ce moment extrêmement fort du final, qui est très simple, mais qui est très puissant. On y rentre un petit peu comme on rentre dans un bain, tu vois. Ça t'enveloppe, il se passe pas grand-chose. De temps en temps, il y a des remous, il y a des grands moments d'émotion qu'on peut pas clairement définir, je pense notamment aux moments musicaux. Et j'ai retrouvé ce que j'avais déjà retrouvé en dehors du son, bien sûr, chez Gus Van Sant, des autres films que j'ai vus, qui est ces choix artistiques très très particuliers au niveau du cadrage et au niveau du traitement des couleurs. C'est un film qui est très désaturé en termes de couleurs et qui a des cadrages extrêmement spécifiques. Gus Van Sant est un excellent cadreur dans le sens où il se focalise même dans les endroits les plus chaotiques, comme par exemple la forêt, qu'on voit beaucoup, sur une certaine forme d'architecture, entre guillemets une sorte d'architecture mentale, qui fait que même dans les endroits les plus chaotiques, les plus difficiles à cadrer, il y a une certaine forme d'harmonie qui est créée par le cadrage et la manière dont il va
évoluer en suivant le personnage, parce que très clairement, le point de vue, la caméra suit énormément le personnage en train de marcher, de courir, de tomber, des fois même de fuir. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'avais beaucoup aimé dans les autres films que j'ai vus de lui, ce choix artistique de faire marcher son personnage, de le faire ramper, de le faire progresser en fait tantôt avec grande difficulté, tantôt avec une certaine légèreté au sein de son espace. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a laissé une impression assez indéfinissable quand je l'ai vu. Il est tout frais encore dans ma tête puisque je l'ai vu hier pour l'enregistrement, donc je ne saurais pas encore poser des pistes d'analyse aussi précises qu'avec Fast and Furious. Mais en tout cas, c'est une expérience que je ne regrette pas. Alors, tout ce que tu as remarqué, c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de points qui m'ont aussi impacté lors de mon visionnage. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je l'ai découvert quand j'étais adolescent. En adolescence tardive, c'était au début du lycée. Et le film m'avait énormément impacté à ce moment-là parce que j'étais clairement dans la période où on parle d'un film quand même qui raconte les derniers jours d'un chanteur de grunge d'un groupe que j'adorais et en plus qui parle de dépression. Moi je peux te dire que vu le petit gothique que j'étais à l'époque, c'est typiquement quelque chose qui me parlait à fond. Et effectivement, le film m'avait bouleversé à l'époque. Pourtant, je l'avais pas analysé. Je me rappelle juste que j'avais été marqué par rien que le format, en fait. Le format 4/3, c'est quelque chose qui, déjà, à l'époque, que j'avais pas spécialement l'habitude de contempler, parce que c'est pas les films que je regardais le plus souvent, les films en 4/3. Et là, pour le coup, ça avait marché sur moi, parce que c'est une analyse basique, mais il n'empêche que un format 4/3 peut renforcer un sentiment d'enfermement par rapport à un 16/9 ou un scope. Donc les compositions en 4/3 m'avaient pas mal parlé. Et à côté de ça, j'avais été bluffé par la performance de Michael Pitt, qui joue cet ersatz de Kurt Cobain, Blake ici, parce que il est habité, en fait. Il est vraiment habité par son personnage, si bien d'ailleurs que lors de la production du film et même pendant la promotion, il a créé un groupe qui s'appelait Pagoda, qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui. Je crois que ça a duré vraiment le temps de la période du film, où ils ont carrément composé 2-3 morceaux dans un peu le style de Nirvana. Ils ont fait des clips, et on sent en fait qu'il y a tout ça, ça a permis de préparer Michael Pitt sur son interprétation. Donc voilà, c'était à peu près le ressenti que j'avais eu à l'époque lorsque je l'avais vu. Et depuis, j'ai jamais reposé les yeux dessus. Et là, je l'ai redécouvert pour la première fois depuis des années, et ça a été encore plus fort parce que il y a plein de choses que je n'avais pas vues. Il y a plein de choses que j'avais ressenties, mais sur lesquelles je n'avais pas mis de mots. Et là, vraiment, le film, malgré son minimalisme, malgré ses économies de moyens, m'a hurlé aux oreilles tout ce qu'il avait à me dire, en fait. Je pense qu'en fait, le film, je l'avais déjà largement digéré en amont, par mes premiers visionnages de l'époque. Et là, en fait, le fait de l'avoir vaguement en tête et de remettre les yeux dessus avec mon œil d'aujourd'hui, ça m'a révélé pas mal de choses. Fausse ou vraie, c'est pas la question. En tout cas, le film m'a dit beaucoup plus de choses. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer ? Tout simplement, comme tu le disais, le travail du son. D'ailleurs, moi, je m'en suis pas entièrement rendu compte parce que moi, je l'ai regardé sur ma télé avec mes enceintes classiques. Toi, tu l'as regardé et écouté au casque. Et tu m'as fait effectivement la remarque qu'il y a des pistes de son qui sont complètement différentes de l'oreille droite à l'oreille gauche, des sons qui sont envoyés aux oreilles qui ne correspondent pas d'une oreille à l'autre. En fait, c'est quelque chose que j'avais remarqué, mais à une moindre échelle, parce que en fait, quand tu le regardes via des enceintes, ce que tu entends, c'est qu'il y a des sons qui n'ont
qui n'ont aucun sens ensemble en fait. On entend d'un côté un clocher, on entend une espèce de route, on dirait qu'il y a une Formule 1 qui est en train de démarrer à quelques kilomètres. On entend un train passer, et il y a plusieurs sons comme ça qui sont mélangés, qui arrivent et qui génèrent une forme de chaos et qui contribuent à plonger complètement le spectateur dans la psyché du personnage, ou en tout cas qui cherche à nous donner un aperçu du bordel qu'il doit y avoir dans sa tête, j'imagine. C'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti. Et toi, du coup, donc dis-moi en plus ce que tu m'en as parlé vaguement, mais sur le travail du son au casque, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé ça très déconcertant parce que je n'ai pas l'habitude de regarder ce type de film, d'être confrontée à ce type de film qui fonctionne de cette manière avec le son, avec une piste différente pour l'oreille droite et pour l'oreille gauche. Surtout quand tu es confronté à deux sons exactement différents, voire contraires. Et ça provoque un peu... je pense que c'est censé provoquer une spatialisation, un petit peu comme c'est devenu assez célèbre maintenant sur YouTube d'héberger des sons qui sont en 4 dimensions, en 8 dimensions, en 10 dimensions, et c'est en fait un son qui tourne autour de toi, qui donne l'impression de tourner autour de toi. Là, c'est pas du tout le cas, en fait, parce que rien n'est fait pour moduler un espace si ce n'est un véritable chaos. Les sons s'entrechoquent les uns contre les autres. Comme tu dis, on va tantôt avoir un clocher, tantôt avoir des démarrages, on va avoir tantôt le crépitement du feu, tantôt le froissement des papiers, tantôt celui des tissus, tantôt celui de ce personnage qui, pendant 25 bonnes minutes au début du film, fredonne sans qu'on sache réellement ce qu'il dit. Enfin, moi, heureusement que j'avais les sous-titres, en fait, parce que très clairement, c'est quasiment incompréhensible en premier lieu, parce qu'il fredonne, et j'ai vraiment eu l'impression d'un personnage, déjà quand il parlait pour lui-même, pour combler le silence, et une certaine forme de solitude dans cette grande maison qui, même si elle est habitée par plusieurs personnes, elle la rend en permanence abandonnée, vide, et il y a un côté très effrayant en fait par rapport à cette maison où il semble tout petit. Ce qui est étrange, c'est que quand il rentre dans la maison par l'extérieur, ça a l'air d'être une toute petite cabane dans les bois, et en fait quand tu rentres à l'intérieur, ça a l'air d'un truc énorme avec des grands murs, avec des grandes portes, des grands escaliers. Et c'est comme si, une fois qu'il arrivait à l'intérieur de cette maison devenait une espèce d'église, de caisse de résonance, de grotte, dans laquelle il se sentirait tout petit, et dans laquelle il aurait soudainement besoin en fait de faire du bruit pour se réconforter. Et les sons sont forts à l'extérieur, on a le crépitement des feuilles, le crépitement de l'eau, mais j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment forts à l'intérieur. Alors quand il met de la musique, on reviendra évidemment sur les passages musicaux qui sont exceptionnels, mais les bruits, je pense vraiment, la scène du début, je crois qu'il se fait un café ou il se fait à manger, je sais plus trop ce qu'il fait, il y a plein de bruits différents qui résonnent d'une manière qui n'est absolument pas naturelle. En fait, tout est très artificiel, et ça se demandait si tous ces bruits ne sont pas produits, inventés par le personnage lui-même. Et je crois que ça arrive à 2 reprises, il se pose dans son fauteuil, il écrit, ce qui consigne ses pensées dans un cahier, je crois. Et systématiquement, quand il écrit dans son cahier, que ce soit, je sais pas, des paroles ou ses pensées, on a effectivement ces clochers qui retentissent, ces morceaux d'opéra qui font un bruit faramineux et qui empêchent en fait de savoir exactement ce que le personnage est en train de fredonner sans avoir les sous-titres. Et ça crée une cacophonie qui semble à la fois refléter le désordre qu'il y a dans son esprit à ce moment-là, et qu'il essaye peut-être d'agencer et de cadrer avec ce qu'il écrit. Et peut-être que justement cette parole essaye de cadrer un petit peu toutes ces pensées qui sont dans sa tête et qu'elle n'y arrive pas. On a l'image d'une parole un petit peu effritée qui se délite en fait petit à petit, qui essaye de dire les choses. Et on remarque qu'il a beaucoup de mal à communiquer quand il est visité par quelqu'un. À chaque fois, c'est vu comme une espèce d'agression qui est à fuir, et quand il se retrouve face à une personne, quand il parle, c'est comme s'il parlait à lui-même. En fait, il parle si bas, il murmure si bas qu'en fait, on a l'impression qu'il a cessé de parler aux autres personnes depuis longtemps et qu'il essaye de se parler à lui-même. On en vient même à se demander si ces personnes qui le visitent ne sont pas en fait des produits de son imagination, qui sont là pour combler cette solitude également. Et je trouve que le travail du son est super intéressant, à la fois parce que il va y avoir tantôt
des éléments qui vont faire irruption de manière complètement artificielle en extra-diégétique dans le film et du coup donner l'impression de n'avoir rien à faire là. Et tantôt, on va avoir, à 2 reprises, je crois, dans le film, des morceaux qu'on va entendre dans leur entièreté et qui vont créer à eux seuls un désordre aussi, alors qu'ils sont systématiquement exécutés dans ce qu'on peut considérer comme une prouesse technique, mais on y reviendra. Ouais, je sens que t'as envie de parler de la musique. Je sens. Oui. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose sur quoi on va s'arrêter pendant un bon moment, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais en tout cas, pour rester sur le son, déjà là, il y a ce côté-là où on parlait des sons de clocher. Et en fait, autant tous les sons semblaient représenter une espèce de cacophonie, quelque chose enfin, ça vient de tous les côtés, ça se bouscule, c'est parfois fort, parfois faible. Et dans tous ces sons, il y en a un qui a attiré mon attention, c'est le son des clochers, justement. Pour 2 raisons. La première, c'est que y a pas, je crois pas qu'on voit le clocher à un seul moment du film, mais par contre, c'est le son qui m'a semblé véhiculer le plus de choses, parce qu'en fait, il y a une scène où on le voit dans la partie qui ressemble à une cabane, en fait. En gros, il y a la maison, et puis il y a une partie qui ressemble à une espèce de cabane dont tu parlais justement. Et à un moment, il se met dans cette partie-là, il se pose et il regarde un peu en l'air, et on entend encore ses cloches. Et on a carrément l'impression, je trouve, que c'est comme s'il ressentait que le ciel l'appelait quelque part. Je sais pas si... Tu parles de la fin ? Oui. Ouais, juste avant la fin. Juste avant la fin, ce plan où il s'installe et il regarde hors champ et on entend effectivement ces clochers et on entend vaguement dans le fond de la pièce les personnages qui vaquent à leurs occupations, qui font des bruits, on sait pas trop ce qu'ils font, et lui, il a l'air déjà parti en fait. C'est ça. Et en fait, il y a plusieurs éléments comme ça qui... En fait, je trouve ça glaçant. Quelque part, je trouve ça glaçant parce que ces sons de cloche, on les entend tout du long. Et ça veut dire que si lui, c'est comme ça, parce que pour moi, cette séquence, elle nous dit ça, en fait. C'est quelque chose qui l'appelle. Et ça veut dire qu'en gros, à chaque fois qu'on les entend, c'est lui qui songe à en finir, quoi. Et revoir le film avec ce point de vue-là, je trouve ça assez glaçant. Je trouve ça assez terrifiant. Le plan lui-même est terrifiant. Hein. Ouais. En parlant de composition d'images, justement, c'est là où je me rends compte que Gus Van Sant, déjà de base, sait composer des images. En plus, il a commencé en faisant de la photographie, si je me trompe pas. Mais il maîtrise incroyablement le 4/3. On s'en rend compte dans Elephant, on s'en rend compte dans Last Days. Il y a plusieurs images qui m'ont marqué parce que ce soit au niveau de la photographie ou des couleurs employées, je trouve qu'il sait imprimer une rétine. Mais je pense à une image du personnage de Blake qui enfile une espèce de robe, une nuisette. Je crois qu'il est complètement nu en dessous. Et on le voit, on cadre uniquement son corps, plus ou moins filiforme, avec la lumière qui tape de l'extérieur, qui arrive sur lui. Et on voit cette robe noire... et ce corps, en fait, il y a une espèce de fragilité qui s'en dégage, et je trouve ça assez captivant, comment à partir de très peu de choses, parce que finalement c'est juste le corps de cette personne cadré juste au niveau de l'abdomen, ça permet de véhiculer tellement d'émotions. C'est quelque chose, en fait, c'est littéralement, j'ai pas d'autre mot que fragilité. C'est vraiment une fragilité qui se dégage de ce plan, et tous ces plans, je trouve, sont comme ça, en fait. C'est que le Gus Van Sant fait son travail de réalisation à merveille, à savoir qu'il nous parle véritablement par l'image, et il le prouve encore plus avec Last Days, puisque, comme on l'a dit, c'est un film qui est très peu dialogué, mais si on prend le temps de s'y intéresser, peut nous communiquer énormément d'émotions et tout un propos sur ici la dépression. Oui, clairement, et ça va de pair, je pense, avec l'utilisation de ce format. L'avantage du format 4/3, c'est qu'il est moins étiré que le format 16/9, ou que le format scope, et il permet de travailler sur une donnée qui est intéressante, qui est le hors-champ. Pour reprendre la définition du hors-champ, c'est tout ce qui n'est pas vu à l'image. C'est tout ce que l'on ne voit pas, et qui peut intervenir par un mouvement de caméra, ou ne pas intervenir du tout. L'avantage avec le 4/3, c'est que le hors-champ, forcément, il y en a un petit peu plus que l'œil
a l'habitude, aujourd'hui, en 2023, d'en calculer, en fait, dans son champ de vision habituel quand il est au cinéma. Et de la sorte, il est facile d'avoir l'impression, surtout dans un film avec une atmosphère aussi pesante, d'attendre, voire d'espérer que quelque chose surgisse de ce hors-champ pour pouvoir secouer un petit peu la narration. Ça n'arrive pas parce qu'en fait, le hors-champ, il est ici à l'intérieur même de l'image. Le hors-champ, c'est quelque chose qui, visuellement, n'est pas considéré comme étant utile à la narration à ce moment-là, sinon on le montrerait. Blake n'est pas utile à la narration des personnes qui vivent avec lui. Et on le voit justement dans cette pièce dans laquelle il se retranche très souvent avec les grandes fenêtres là où il chante, où il joue de la guitare, où il fait de la musique, où il y a cette séquence de travestissement notamment. Il y a une séquence où il est complètement ailleurs et il s'écrase sur le sol. Et le bruit alerte l'une de ses colocataires qui descend les escaliers et qui va le chercher. Donc elle l'appelle, et en ouvrant la porte, le corps de Blake chute sur le sol dans l'encadrement de la porte. Et elle semble découvrir qu'il est là, découvrir qu'il habite là, découvrir cette espèce de corps en pleine transformation, à la fois en quelque chose de, entre guillemets, féminin, puisqu'il porte une robe, entre gros guillemets, hein, bien sûr, et à la fois dans un état de cadavre, en fait, puisqu'il tombe très lourdement sur le sol, comme s'il s'était évanoui ou comme s'il venait de mourir. Moi, j'ai cru qu'il était mort au début. Et après, on revoit la séquence. Elle aussi, d'ailleurs, parce qu'elle elle prend le temps de prendre son pouls, elle vérifie bien que... Parce que oui, ouais, il est complètement amorphe. Elle vérifie qu'il est encore vivant, et en fait, ce qu'elle fait, c'est elle prend pas du tout soin de lui, elle le prend par les épaules, elle le rassoit, et elle le cale contre le mur pour qu'il tienne assis, un peu comme une espèce de poupée, en fait, et elle referme la porte. C'est-à-dire que, tout le long du film, on a un personnage qui est hors champ de la narration. Il est hors champ de la vie des gens qui vivent avec lui pourtant. Et elle décide, en ne prenant pas soin de lui malgré le fait qu'il est vraisemblablement en détresse à ce moment-là, de le reléguer dans ce qui est son hors champ à elle, c'est-à-dire cette pièce dont elle ferme la porte. Toute cette manière de cadrer et de surcadrer, parce que quand on la découvre, on découvre cette scène alors que on suit le personnage féminin, elle ouvre la porte au fond du champ, en arrière-plan, et on a ce surcadrage donc de l'encadrement de la porte. Et donc au fond, on a tout le fond du couloir qui s'allonge en perspective devant nous, et on a tout au fond cette lumière blanche dans laquelle le personnage tombe. Tout porte à croire par le langage de l'image que le personnage est mort en fait. Pas du tout, à ce moment-là. C'est une manière d'ouvrir ce hors-champ soudainement, de laisser pénétrer l'espace d'une seconde, ce personnage qu'on avait oublié, qu'on laisse mourir dans un coin, et de refermer la porte juste après. Et le format 4/3 permet, de manière strictement mathématique, d'orchestrer un cadrage systématique extrêmement construit. Et là, en l'occurrence, le hors-champ, c'est-à-dire ce dont on ne se soucie pas visuellement, mais dont on se soucie de manière sonore, est à l'intérieur même du champ. Et c'est ce personnage qui est à l'intérieur même du champ et que l'on oublie. Et de la sorte, à suivre perpétuellement ce personnage, on a l'impression peu à peu, alors que mathématiquement c'est impossible, que le champ va se resserrer petit à petit. Et c'est là que intervient un autre paramètre cinématographique très bien géré par Gus Van Sant, qui est la lumière. Et après, c'est la lumière qui va peu à peu se resserrer autour du personnage jusqu'à ce que quand le plan que tu décrivais tout à l'heure arrive, on ne voit quasiment plus rien. Je voudrais juste revenir sur cette notion de hors-champ dont tu parles. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a plusieurs cadrages qui laissent clairement entendre ça. Je sais même pas si on a précisé en fait, parce que du coup on dit qu'il y a des personnages qui vivent avec lui, mais je crois pas qu'on ait vraiment décrit qui étaient ces personnages. Mais pour résumer, Blake vit dans cette maison, mais il y a aussi son groupe qui y vit avec les copines du groupe. C'est comme ça qu'elles sont présentées en tout cas. Il y a ce groupuscule qui est là, et lui qui évolue en marge. Et c'est drôle parce que donc on a tous ces personnages qui évoluent dans des mêmes décors, et je pense à la scène de l'escalier, enfin aux scènes qui se passent dans l'escalier,
Quand on cadre tout son entourage qui évolue dans cet escalier, on les met sur des points de tiers de l'image, voilà, en tout cas ils sont parfaitement cadrés à l'intérieur du cadre, situés dans l'escalier, il n'y a pas de souci. Le moment, je crois qu'il y a qu'un seul moment d'ailleurs où on le voit évoluer dans cet escalier, le personnage de Blake, c'est un cadrage où on filme entre les rambardes en fait. Et donc on filme, c'est une énorme plongée entre les rambardes, donc on a l'escalier qui se trouve vraiment limite bord cadre, et Blake qui monte cet escalier, et tout ce qu'on voit c'est éventuellement son bras, sa jambe passer d'un côté à l'autre de l'escalier, parce que c'est un escalier un peu en colimaçon allongé, et donc c'est exactement ça en fait. Et contrairement aux autres qui sont filmés de manière parfaitement conventionnelle quand il monte ou descend de cet escalier, lui il est systématiquement hors champ, et tout ce qu'on a pour savoir qu'il est là, c'est un bras ou une jambe pour le deviner, pour savoir, bah oui, effectivement il est là, mais non, c'est pas lui qu'on va cadrer, on va cadrer le vide. Le vide. Ouais. C'est ça. On ne fait que cadrer le vide, en fait, pendant 1h30. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu parlais aussi de sa manière de se mouvoir tout à l'heure, donc quand tu disais qu'il s'effondrait au sol, et ça aussi c'est un point qui m'a énormément marqué, que je trouve vraiment fort, c'est que sa prestation ressemblerait presque à une danse contemporaine. On a vraiment une performance du corps où on le voit perdre toute sa vitalité. C'est presque comme s'il faisait un effort surhumain pour réussir à bouger un pied, à bouger une main, à se baisser. Tout ce qu'il fait, ça a l'air d'être fait dans la douleur, tellement il a plus aucune vie, et je trouve ça très impressionnant, la manière dont il joue ça en fait. Et on a ça aussi à l'extérieur du manoir, quand il essaie quand il se déplace au début du film à l'extérieur, on voit qu'il veut descendre une espèce de talus sur une surface en pelouse, et on le voit mais se rétamer, et puis se relever et reprendre sa marche, mais tout est pathétique dans ce personnage. Il a l'air en fait en permanence fatigué, alors que si mes souvenirs sont bons, j'étais en train d'essayer de me rappeler, mais on ne le voit jamais dormir. C'est comme s'il était dans une lente transe. Il y a un seul moment. Effectivement. Et on le voit dormir à un moment donné ? Alors, en dehors du moment où il est complètement dans les vapes et que la nana le laisse pour mort, il y a un moment où, tu sais, il y a l'espèce de mec des pages jaunes qui arrive. Et il a un entretien avec lui, donc il l'invite dans son salon et puis ils discutent. Et quand il est sur le point de partir, il veut revenir récupérer son dossier, et en fait l'autre il s'est endormi, mais vraiment comme une loque accroupie, et il répond même plus en fait. Il est oui c'est vrai. Mais du coup ça en dit long, effectivement comme tu le dis, on le voit jamais dormir, et quand on le voit s'endormir, c'est qu'il a plus le choix parce que il tombe d'épuisement, ouais. C'est ça, un trop plein d'épuisement qui fait qu'il lâche tout quoi. Et d'ailleurs c'est exactement ce qui se passe quand il s'écroule au sol, et que, comme la scène dont on a parlé tout à l'heure, c'est exactement ce qui se passe là aussi. C'est l'énergie, on la voit littéralement sortir de son corps. Il utilise ses dernières forces pour finalement s'étaler au sol et ne plus bouger. Oui, c'est là que tu vois qu'en fait il ne tient que par épuisement, en fait, que sur la frontière de l'épuisement. C'est un personnage qui est tout le temps fatigué, c'est malheureusement une des caractéristiques reconnues de l'état dépressif. Il est tout le temps épuisé, et on sent qu'il voudrait dormir et qu'il ne parvient pas à le faire. Et je pense que c'est indiqué de manière très très subtile au début du film. Quand il va dans la maison, il y a un plan sur un des membres du groupe qui dort avec sa nana dans un lit, et eux on les voit dormir. On sait qu'ils dorment bien heureusement l'un contre l'autre, et on voit le personnage de Blake qui arrive avec son fusil et qui fait mine de leur tirer dessus. Comme s'il leur en voulait de pouvoir dormir, de pouvoir trouver le repos, alors que lui, il est obligé de repartir, il va couper du bois, je sais plus trop ce qu'il va faire. Il y a un plan qui montre, qui est terrible. Il y a un plan où, en contre-plongée, qui place l'appareil à l'intérieur de la chambre où dorment les personnages. Donc tu les as sur le côté gauche de l'écran. Et en fait, Gus Van Sant cadre la fenêtre pour qu'on voit en contrebas le personnage de Blake, et qui fait, je sais plus ce qu'il fait dans le jardin, je crois qu'il coupe du bois, je sais plus trop ce qu'il fait. Non, il creuse avec sa pelle, il creuse un trou dans le sol. Et tu as dans ce plan
Le rapport de force principal, très simple. Il y a 2 personnages qui dorment, bien heureusement, qui sont l'un contre l'autre. Et t'en as un qui arrive pas à trouver le sommeil. Et qui creuse sa propre tombe métaphoriquement, en fait, dans le jardin. Et il y a plein de plans comme ça qui sont très simples et qui sont très grinçants, en fait. Parce qu'on comprend peu à peu, en fait, la teneur de ces plans. Et ce qui est intéressant aussi, je crois qu'on l'a pas encore dit, c'est qu'il y a des plans, des scènes qu'on voit plusieurs fois, mais d'angles différents. Il y a des scènes qui se répètent. Justement, je voudrais qu'on en arrive à toutes les questions sur la temporalité, parce que je pense que ça rentre entièrement là-dedans. Je te laisse continuer sur les scènes qui se... Oui, un tout petit détail, en fait, on voit, donc il y a évidemment un sous-texte basique qui est, on répète, on détruit la temporalité du film et donc la perception du temps de Blake. Mais on remarque que les scènes que l'on voit plusieurs fois, c'est pas forcément les plus importantes et les plus impactantes. Ce que je veux dire, c'est que Gus Van Sant ne répète pas ces scènes pour mettre l'accent dessus et montrer qu'elles sont forcément plus importantes que d'autres. Au contraire, les scènes les plus importantes, c'est des scènes qui vont n'arriver qu'une seule fois et qui vont être soit des petits détails, comme par exemple celle-ci qui m'a particulièrement marqué, ou la scène, le tout petit plan de fin, qui est gigantesque et qui dure très peu de temps, doit durer peut-être 10 secondes. Et en même temps, tu vas avoir des scènes très très fortes qui, elles, vont s'étirer en longueur, qui sont les scènes de musique. Mais on a effectivement une temporalité qui est complètement détruite. C'est ça, et en fait, je trouve ça génial, ce qui a été fait au niveau de la temporalité. Il y a plusieurs procédés comme ça qui jouent sur le temps dans le récit. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, on a donc ces scènes qui montrent exactement les mêmes instants, mais pas vus du même angle. Parfois même pas forcément vus de la même pièce. Et un autre procédé que je trouve excellent, c'est donc on l'a dit, on le voit souvent errer, on le suit cadré soit de derrière, la plupart du temps de derrière d'ailleurs, un peu à la manière de Elephant d'ailleurs, sauf que lui est pas du tout cadré de la même manière parce qu'il est souvent en bas du cadre. On a un décor qui l'écrase et puis le fait qu'il soit voûté fait que on se rend compte du fardeau que c'est de juste se déplacer. Et en fait, il y a un moment, à la fin du film, quand il décide de se rendre en ville, à un concert, juste avant la toute fin d'ailleurs, je crois, c'est vraiment sa dernière sortie, il me semble. On a un chant contre chant génial, parce que on le cadre de dos, donc on le voit marcher dans la forêt, et dans la même énergie de marche, en fait, il avance exactement à la même vitesse dans le plan suivant. On filme contre champ, donc on le voit de face, mais en ville. Donc c'est littéralement une ellipse temporelle, mais qui est presque invisible par le biais du montage, parce qu'en fait, lui, il se déplace exactement de la même manière, sauf que juste par un simple champ contre champ, on comprend en fait qu'il a aucune notion de la temporalité, en fait. Il est probablement perdu dans ses pensées, et justement, c'est pour ça qu'il évolue pas à la même vitesse que tous ses potes qui sont dans la maison, et c'est ce qui, justement, l'isole encore plus, finalement, parce que on a un personnage qui évolue à sa vitesse et qui est donc complètement en marge et complètement marginalisé par rapport à littéralement le reste du monde en fait. Complètement. Et en fait, tout ce qui lui reste, c'est cette marche. C'est des axes qu'il va tracer avec sa marche. Ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle en cinéma donc un raccord dans l'axe. Et en fait, Gus Van Sant en fait plein. Et il utilise de nouveau ce mouvement de marche qu'il utilisait déjà dans d'autres films, et notamment les films que l'on raccroche à ce qu'on appelle une trilogie de la vie et de la mort, qui sont donc Elephant et Jerry, qui sont eux aussi marqués par ce mouvement de marche très prenant. Et en fait, je crois que c'est tout ce qui reste à ce personnage, c'est ce mouvement de marche. C'est des petites choses très très simples, en fait, il revient à la simplicité des choses, se baigner nu dans la rivière, marcher dans la nature, murmurer pour soi-même, faire de la musique tout seul dans le coin d'une pièce, quasiment plongé dans le noir, écouter de la musique très fort. C'est plein de petites choses en fait qui permettent au personnage d'essayer de se réapproprier l'espace, un espace qui est physique par la marche, et un espace qui est sonore par le chant, par le murmure et en fait par la musique. Et si on remarque en fait, si je me trompe pas, les seuls passages où on l'entend clairement, c'est quand il chante. Oui. Et encore,
Et encore, il y a une chanson où il marmonne la moitié de ses paroles finalement. Oui. Mais on entend... Oui, tu parles duquel? De la première ou de la deuxième? Pas celle avec le looper, donc celle où il chante à la guitare. Effectivement, il y a des phrases qui répètent, qui prononcent parfaitement bien. Justement, on y reviendra probablement dans pas si longtemps que ça, parce qu'on va bientôt arriver aux scènes de musique finalement. Mais sinon, ouais, pour le reste, les couplets sont très vagues. D'ailleurs, c'est très étrange. Je sais pas sur quoi ils se sont basés pour les sous-titres, parce que moi, à l'époque, je la connaissais par cœur cette chanson. Et je me rappelle que je connaissais les paroles. Alors maintenant, je les ai plus entièrement en tête, mais je suis presque sûr, alors peut-être que je me trompe, il faudra que je vérifie, mais je suis presque sûr que les sous-titres qui sont mis sur les couplets n'ont rien à voir avec les paroles qu'il est censé chanter. Alors je sais pas. Je sais pas si... je saurais pas dire. Ouais. Très franchement, je saurais pas dire, parce que comme tu dis, il y a des paroles qui résonnent avec une clarté édifiante. Et d'autres qui effectivement sont mâchées. Alors est-ce que c'est les vraies paroles? Est-ce que c'est ce qu'ils chantent ou est-ce que pas du tout? Est-ce qu'ils chantent quelque chose et que dans les sous-titres il y a les vraies paroles qu'elle aurait dû chanter? Je sais pas. Et si on s'arrêtait sur les musiques, sur les scènes musicales, parce que je sens que tu n'attends que ça. Tout à fait. Mes préférés, évidemment, les préférés de beaucoup de monde, je pense. Donc il y en a deux. On en a une dans la première partie du film qui consiste, qui est très particulière. En fait, il s'enferme dans une des pièces pour jouer de la musique. Et en fait, on voit toute la scène de l'extérieur de la maison. Et Gus Van Sant opère ce qu'on appelle donc un travelling optique arrière. Donc en fait, il fait un zoom arrière très très long pendant, je crois, bien 4 bonnes minutes. Et toute la séquence est en fait ce plan qui recule, donc ce zoom optique, ce travelling optique arrière. Et donc il y a cette première scène, donc, qui en fait on voit rien de ce qui se passe à l'intérieur, c'est juste ce long zoom. Et ce long dézoom. Et donc il y a une seconde scène qui, elle, est à la fin, enfin dans la dernière partie du film, où Blake a rejoint ses collègues de son groupe, qui l'abandonnent et le laissent tout seul dans une pièce où ils écoutent et enregistrent de la musique. Et il y a, pareil, cette très belle scène qui fait, pareil, 4 minutes, qui est un plan fixe, donc on ne bouge pas à la caméra. La caméra est posée, elle tourne, et c'est Blake qui joue une chanson qui est tragique. Et c'est l'une des plus belles scènes du film, alors qu'il se passe rien, c'est un mec qui joue de la musique. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux en dire? Alors, donc on a effectivement ce très très long travelling arrière, et je trouve que dans l'intégralité de sa conception, tout respire le paradoxe. Tout ce qui construit cette scène, chaque aspect de cette séquence, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, pour aller au plus simple, on a cette idée tout simplement pour un artiste musical, on pourrait se dire que faire la musique, c'est censé être libérateur, c'est censé soulager, c'est censé faire du bien. Mais le truc ici, c'est que Gus Van Sant a décidé d'utiliser le looper. Donc un appareil qui permet de créer des boucles. Donc un musicien peut créer une boucle, la faire tourner en boucle justement, et rajouter des choses petit à petit par couche pour compléter son morceau. En gros, c'est le principe du looper. Sauf que là, on en fait complètement autre chose. On utilise le looper pour faire quelque chose de chaotique, faire quelque chose du plus chaotique possible en fait. C'est un homme qui crée de la musique, qui crée des sons, en fait littéralement c'est des sons. Au bout d'un moment, il y a des patterns musicaux, mais petit à petit ça devient une espèce de magma qui n'a pas vraiment de sens, si ce n'est véhiculer la souffrance du mec, parce que le gars finit par, dans ses boucles, finit par intégrer des hurlements, enfin des cris, des chants, mais des chants rauques et qui transpirent pas la joie de vivre. Donc on est clairement sur quelque chose qui amène de plus en plus de chaos. Donc on a un premier niveau de paradoxe dans le principe même de faire de la musique pour s'entériner encore plus dans un état de mal-être.
encore autre chose, on a, comme tu le disais, un long travelling arrière, un très long travelling arrière. Mais ce travelling arrière, qui en temps normal devrait permettre d'amener encore plus d'air autour du personnage pour créer un cadre encore plus aéré et donc en principe moins oppressant, ici ce qui est intéressant c'est qu'en fait on recule non pas sur le personnage directement, mais sur une fenêtre qui donne sur le personnage. Ça veut dire que à mesure qu'on recule, on a un cadre dans le cadre, à savoir cette fenêtre, qui rétrécit et qui laisse donc encore moins de place à ce personnage pour évoluer. Encore après ça, on a dans la gestuelle du personnage qui commence sur un instrument, qui commence à faire de la guitare, donc qui fait 1 ou 2 boucles à la guitare, donc il reste à peu près au même endroit. Plus ça va, et plus il va se diriger vers un instrument, puis un autre instrument, puis un autre instrument, et on va le voir au loin, dans la petite fenêtre, se déplacer de plus en plus, comme un lion en cage. Plus ça va, et plus on va être oppressé pour ce personnage, déjà par ce qui nous arrive dans les oreilles, parce que c'est du concentré de chaos, et par les procédés qui sont utilisés pour représenter cet état-là. Vraiment, je trouve toute cette séquence brillante par tout ce qu'elle entreprend et sa manière de le faire. Techniquement parlant, c'est quand même pas facile à faire. Enfin, un travelling, qu'il soit mécanique ou optique, demande un certain nombre de dispositifs de mise en place. Et, enfin, c'est compliqué. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire un travelling dans vos vies, mais moi j'ai déjà essayé, c'est pas facile. Un long travelling optique qui dure 3 minutes, ça demande une technicité qui est quand même très appréciable. Et comme tu dis, on est sur un plan qui devrait donner de l'air. Justement, par ce travelling arrière, on crée de plus en plus de données visibles. Ce qui était hors champ vient dans le champ, donc on rajoute de l'espace, et alors qu'on devrait rajouter de l'espace, ce dernier devient de plus en plus étouffant. On pourrait aller à l'analyse un petit peu facile, et je vais la faire parce qu'il faut bien la faire, avec ce looper qui donne l'impression plus que jamais que le personnage tourne en rond. Ouais. Voilà, c'est fait. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que moi, l'impression que j'ai, c'est encore une fois le fait de faire tourner ce personnage comme un lion en cage, comme un rat d'expérience, quelqu'un qu'on va venir contempler de loin en se disant oh, « Ok, ouf, c'est pas à moi que ça arrive. » Et ici, même le dispositif filmique décide de mettre le personnage hors champ. Comme s'il était tellement relou, comme s'il faisait tellement de bruit, il était tellement gênant qu'on décidait, nous, de partir de la maison. Comme si le point de vue filmique disait « Allez, c'est bon, vas-y, j'abandonne, en fait, c'est trop dur. » Ouais, on l'abandonne petit à petit, en fait, à son sort, finalement. C'est ça. C'est intéressant parce que cette séquence donc qui consiste à enfermer un personnage avec sa propre création, à savoir la musique qu'il est en train de faire, ça me rappelle une scène d'un autre film qui est sorti à la même période en plus, qui est sorti 1 an plus tôt, à savoir Aviator de Martin Scorsese. Donc voilà, pour résumer rapidement, Aviator raconte l'histoire d'un magnat d'Hollywood qui est aussi entrepreneur et qui a touché à tout dans sa vie et qui a aussi été un réalisateur excentrique parce qu'il a voulu faire des films, les films les plus chers de l'histoire, les plus impressionnants, etc. Et c'est un homme qui avait des troubles obsessionnels compulsifs et qui à un moment du film se retrouve à délirer seul dans sa salle de cinéma privée, et on a une séquence où il part dans un délire total parce que il se met à répéter des phrases en boucle. Ah, tiens, on y revient. Et aussi, justement, ce qui tourne en boucle sur son projecteur, c'est des films que lui-même a réalisés, à savoir des images de désert. Mais voilà, en tout cas, on a encore là l'image de l'artiste en souffrance qui s'enferme avec sa propre création. C'est comme si, en fait, la personne ne laissait pas son cerveau respirer, finalement. Comme si, que ce soit dans Aviator ou dans Last Days, ce principe même de représenter un homme qui s'enferme avec ce qu'il a créé, c'est une imagerie parfaite, je trouve, pour incarner l'enfermement de l'esprit, parce que tu ne laisses rien n'arriver d'autre que ce que tu as fait toi-même. C'est quelque chose qui ne peut que te faire du mal, en fait. Et je trouve que là, dans Last Days, on est complètement dedans. Oui, bah très très clairement. Et c'est d'autant plus flippant que jusqu'à présent dans le film,
on voyait le personnage fuir des situations qui lui convenaient pas, comme par exemple un visiteur, en allant dans la nature, en marchant, bref, en bougeant, même si c'était compliqué pour lui de bouger, il bouge un peu quand même. Et là, soudainement, il bouge plus, entre guillemets, il tourne en rond, et c'est comme si soudainement on prenait de l'altitude, bon là en l'occurrence on prend du recul, au sens propre du terme, pour considérer l'itinéraire de ce personnage et se rendre compte qu'en fait il avait tourné en rond. C'était comme si on l'avait traqué en fait tout le long du film, et qu'on analysait ces données GPS en fait à la fin, et que se rendre compte qu'en fait il avait tourné en rond. Et en ce sens, je trouve que ce film, c'est une des raisons pour lesquelles il s'imbrique dans cette espèce de trilogie avec Elephant et Jerry, c'est qu'on a dans ces 3 films ce désespoir du mouvement qui ne fait que tourner en rond. Et systématiquement, ça a un rapport intrinsèque avec un fond musical. Il y a ce plan de séquence dans Elephant où on voit l'un des personnages partir, je crois c'est d'un terrain de foot, et il traverse le lycée sur le déroulement entier de la sonate au clair de lune. Ouais. Et donc il y a encore une fois cette thématique de la marche silencieuse où on a l'impression que le personnage ne sait pas où il va, alors qu'en fait il sait très bien où il va, c'est juste qu'il met très longtemps à y arriver. Et c'est quelque chose que l'on retrouve effectivement aussi dans Jerry, dans ce pareil très long plan séquence où on a les 2 personnages qui marchent en plein milieu du désert, dans cet espace un petit peu perdu, alors que l'aube est en train de se lever, on sait pas trop, il y a cette espèce de lumière rose. Et ils ne marchent même plus à ce moment-là du film parce qu'ils sont épuisés, ils y vont petit pas par petit pas, ils font presque du surplace. Ouais. Et dans les 3 cas, on a l'idée d'un grand espace qui est parcouru, un espace qui, pour Jerry, n'a pas d'horizon, et en même temps de personnages qui ne vont nulle part, de personnages qui sont de toute façon cloisonnés par l'environnement dans lequel ils se trouvent, qui sont piégés. Et ce piège, bon, c'est un petit peu plus compliqué pour Elephant, mais pour Jerry, clairement, jusqu'à la fin du film, il est en grande partie dans leur tête. Et là, dans Last Days, je trouve que ce piège, si on peut appeler ça un piège, est envisagé d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que il va y avoir des séquences de marche. Mais au début, d'ailleurs, celle du début de Last Days ressemble à bien des égards à celle du début d'Elephant, pour le coup, avec cette idée de filmer un personnage qui marche de dos, de cette manière très particulière qui est celle de Gus Van Sant et de personne d'autre. Et là, soudainement, on va voir un personnage piégé et qui est complètement abandonné par le mouvement de la caméra. La caméra le suivait, l'œil de la caméra le suivait depuis tout ce temps, et là, soudainement, on a cet œil mécanique froid, glacial, qui s'éloigne petit à petit, mais très lentement, comme s'il s'apprêtait à s'arrêter, comme s'il attendait que le personnage se dise « Ah ouais, en fait, il faut que j'aille voir la caméra pour me faire filmer ». Et là, c'est pas du tout le cas. Et moi, la comparaison que j'ai, le film que ça m'a évoqué inévitablement, mais qui me revient inévitablement quand je vois du Gus Van Sant, c'est Tango de Satan, de Béla Tarr. Qui se démarque par ses longs plans séquences soit fixes, avec un travelling optique, soit ces travelling de marche, avec des personnages qui vont marcher très très longuement. Et il y a un plan dans Jerry notamment, on voit les 2 personnages qui marchent alors qu'ils sont bousculés par le vent, et il y a plein de grosses boules de fourrés, de poussière qui leur tournent autour. Il y a une grande séquence, pareil, qui est assez célèbre dans Tango de Satan. On a 2 personnages qui marchent dans la rue, et il y a plein de papiers qui volent autour d'eux, qui sont agités par la tempête. Et ce personnage qui marche, qui semble lutter contre les éléments, alors que dans Last Days, il n'y a pas de vent, avec les épaules rentrées, à moitié ployées sur lui-même, ça me donne vraiment l'impression de retrouver ces personnages du film de Béla Tarr, donc il y a quelques années quand même, attends, il a 30 ans cette année, parce qu'il est sorti en 93, si je me trompe pas, 94, Tango de Satan. Et donc il y a cette idée de filmer un personnage qui marche, mais où tu comprends très rapidement par le procédé de mise en scène que cette marche est vaine, et qu'elle reflète juste le quotidien d'un personnage qui, entre gros guillemets, tourne en rond, mais du fait qu'en fait on va filmer ce quotidien de telle sorte que entre le début du film et la fin du film, il n'y aura pas d'évolution, ou alors une évolution tragique. En parlant justement des séquences de marche,
entre les 3 films dont on a parlé de Gus Van Sant, à savoir Elephant, Jerry et Last Days. Il y a aussi la gestion du temps, encore ici, qui est très intéressante parce que il y a toujours des procédés utilisés sur la temporalité de la séquence, mais qui ne véhiculent jamais la même chose. On a dans Jerry ces séquences qui se distendent, qui sont interminables et qui clairement véhiculent cette idée d'errance. Et ici encore, ils n'ont aucune notion du temps, mais ici parce qu'ils sont perdus autant physiquement que dans leur tête, ils savent plus où ils en sont. Dans Last Days, on a aussi ça, c'est cette gestion de la temporalité, par exemple en faisant des chants contre chants qui ne se passent absolument pas au même moment ni au même endroit, entre 2 pas quoi. Et on a ça dans Elephant aussi, où on a carrément des différences, des variations de la vitesse de l'image en fait. Toute la séquence est en vitesse normale, et par moment, on se retrouve en ralenti. Le temps d'un instant, le temps de cadrer certaines personnes, ou le temps de voir certaines actions, et on repart dans une vitesse classique. Et là, moi, je l'ai toujours interprété comme une façon parmi d'autres, parce que dans Elephant, il y a plusieurs procédés sur le temps comme ça qui sont utilisés. Une façon parmi d'autres de représenter, d'incarner le ressenti adolescent de la temporalité, tout simplement. En tout cas, c'est ça aussi que je trouve très intéressant chez Gus Van Sant dans sa façon d'utiliser le temps et de garder ces idées-là de mise en scène, mais à chaque fois pour véhiculer des choses différentes. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en l'occurrence, Last Days, c'est un film en particulier sur un musicien. Et s'il y a bien quelque chose qui est relié au temps dans les éléments de la vie, c'est bien la musique. Et je trouve que c'est important qu'on ait dans ce film 2 séquences musicales qui sont régies théoriquement par du temps, mais ici un temps qui est complètement étiré. Et on va avoir ici un temps... Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'avoir un changement de subordination entre la musique et l'image. Encore aujourd'hui, même si on s'accorde sur le fait que la musique est essentielle au film, c'est quelque chose dont on se souvient finalement assez peu. C'est pas quelque chose à part dans des films où les réalisateurs et réalisatrices travaillent spécifiquement avec des compositeurs reconnus. On va pas autant porter attention à la musique qu'à l'image, c'est un fait. Et on va, pendant très longtemps, Michel Chion le disait très bien dans ses recherches sur la musique au cinéma, la musique était considérée comme une espèce de panacée pour combler les silences qui faisaient tellement peur au cinéma muet à l'époque. Là, pour le coup, c'était vraiment une peur totale du silence, et la musique a souvent été considérée comme une espèce de liant, et dans tous les cas, était là pour presque illustrer, avoir une vision d'illustration ou de mise en exergue de certains sentiments à l'image. Bref, elle y était subordonnée et ne pouvait pas à l'époque, ou jusqu'à récemment encore, dans certains films, n'a pas d'utilité particulière. Et là, on se rend compte dans les 2 films, alors que c'est un instrument de temps par excellence, la musique, c'est quelque chose qui est mesuré par des éléments précis, un tempo précis. Là, on va avoir soudainement quelque chose qui ne va plus permettre de marquer le temps. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de panique sous-jacente de l'œil de la caméra pendant les 2 séquences musicales, qui fait que, en fait, les séquences musicales sont tellement intenses, tellement chaotiques, tellement crues en termes d'émotion, que aucune image ne peut songer à illustrer ce qui est en train de se passer à l'écran. De la sorte, l'image est plus du tout l'acteur principal de ce que l'on ressent en face de cette séquence. C'est la musique qui prend possession de la scène à ce moment-là, de telle sorte que, dans la première séquence, il n'y a plus, entre guillemets, que le choix d'exécuter un travelling d'une lenteur absolue, de la durée de la musique, et dans la deuxième séquence, l'abandon du mouvement de la caméra, du mouvement mécanique, est clair et net, c'est un plan fixe de 3 minutes 50. Et ça donne l'occasion à la musique de s'exprimer, ce qui a été rarement fait au cinéma, pour le coup, de s'exprimer très clairement, ici, dans tout son côté très cru, très sobre, très désespéré, parce que vraiment, les 2 séquences musicales sont douloureuses.
il y a ici l'expression de ce cri, de cet appel au secours que personne n'entend parce que le personnage est tout seul. Et il n'y a pas de fioriture dans ces scènes-là. La première, c'est un travelling, la deuxième, c'est un plan fixe, c'est tout. C'est très technique, parce que le plan fixe, il faut pas le rater, le plan séquence, il faut pas le rater, il n'y a pas de montage, faut pas se planter à aucun moment, et peut-être qu'il se plante, mais en fait, à la limite, on le saura jamais, parce que ça fait partie de ce petit moment presque d'intimité qui a été capturé par l'œil de la caméra à ce moment-là. Et je trouve que ça fait de ces séquences musicales quelque chose de très très beau, et c'est à ce moment-là, justement, qu'en fait, le temps s'arrête. Ouais. Que t'as envie de te poser et de faire que ces séquences musicales ne s'arrêtent jamais. Et c'est là, vraiment dans la deuxième séquence, je trouve, dans ce plan fixe, avec cette musique, cet instrument du temps par excellence, qu'on a une ligne de fuite temporelle. Il y a une faille, en fait, qui s'ouvre à ce moment-là, et le temps n'existe plus. C'est intéressant ce que tu m'as dit là, sur le fait que quel que soit le bruit qu'il fait, on ne l'entend pas, personne l'entend alors qu'il hurle de désespoir en chantant. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, concrètement, le film nous le montre, on l'entend, mais encore une fois, on en revient à cette idée de hors-champ où personne le calcule. Et là, on a entièrement ça, parce qu'en fait, on voit dans une autre séquence où les deux mecs du groupe s'isolent dans une chambre, on entend Blake chanter dans son coin, et on l'entend vraiment chanter avec beaucoup de peine, quoi. Mais on le laisse, on le laisse. Et oui, je suis d'accord, effectivement, lors de ces séquences-là, le temps vraiment s'arrête, et le récit s'arrête, c'est vraiment un instant suspendu dans le temps, et on est juste là avec lui. On est vraiment juste là avec lui. D'ailleurs, lors de la séquence où il chante sa chanson seul avec sa guitare folk entourée de certains instruments, on a vraiment un décor qui laisse à penser à une mini-scène de spectacle ou de théâtre. On a vraiment des rideaux rouges dans le coin, on a une lumière plutôt tamisée. On s'arrête un instant et venez contempler la peine de ce personnage. Et comme on parle justement de cette séquence-là, de la chanson, je crois qu'elle s'appelle From Death to Birth. C'est ça. Il y a quelque chose d'assez terrible dans cette chanson et qui fait écho à ce qu'on verra à la toute fin. Comme on le disait, il marmonne tout du long. On ne capte pas ce qu'il raconte sur les couplets, ou en tout cas vraiment à demi-mot. Par contre, lorsqu'il chante le refrain, là, il l'articule pleinement et il va le répéter en boucle. On pourrait même se demander s'il n'y a pas une part d'impro lors de cette interprétation, parce que vraiment, il va répéter très souvent cette phrase « It's a long, lonely journey from death to birth », qui veut dire « c'est un long voyage solitaire de la mort à la naissance ». Cette phrase, je trouve, fait vraiment écho au film, dans le sens où ce qu'elle véhicule, c'est tout simplement que, puisqu'il met les choses dans cet ordre-là, il assimile sa naissance formelle, concrète, à une forme de mort. Quelque chose, quelque part, qu'on redoute, qui est plein de souffrance, qu'on craint, on craint du moins ce qui va se passer après. Et par contre, ça veut dire aussi, évidemment, que sa mort concrète, qui arrivera à un moment donné fatalement, lui, il la considère comme une forme de naissance, ce qui, pour nous, est plutôt, au contraire, positif. Et la scène de fin, tout simplement, c'est un plan vu de l'extérieur, avec le cadavre de Blake à l'intérieur allongé, et c'est génial parce qu'on voit un reflet. En gros, on utilise le reflet de la vitre pour imager l'esprit de Blake qui s'en va vers le ciel, et donc c'est lui, nu, qu'on voit par le biais d'un reflet à l'extérieur. En tout cas, formellement, ça a été tourné comme ça. Et ce que ça évoque, tout simplement, c'est effectivement son esprit qui s'en va au ciel, qui grimpe à un arbre petit à petit et qui s'en va au ciel. Nu comme il est, ça évoque à nouveau cette idée de la naissance dont il parlait. Donc on a vraiment tout un écho qui est fait à partir de cette chanson jusqu'à la toute fin du film. Et je trouve ça à la fois magnifique et très bien pensé, en fait. C'est super bien pensé. En fait, tout le film mène à cette séquence d'agonie. C'est une longue agonie d'1h30 jusqu'à dans certaines cultures, renaissance de cette âme qui... En fait, le procédé est surprenant, il est d'une simplicité terrible, et pourtant, il provoque un choc
de compréhension qui est tragique parce que finalement le procédé est aussi enfantin que ce qu'il suggère. C'est voilà, la mort, c'est un truc qu'on apprend. On apprend que ça existe, qu'à un moment donné, on ne va pas revenir. Et le procédé est aussi simple et aussi enfantin que ce qu'il suggère, c'est-à-dire cette naissance du personnage nu comme sorti du ventre de sa mère. Moi, c'est une séquence qui m'a bouleversée parce qu'il n'y a pas d'effet spécial, c'est le reflet du corps de Blake dans la vitre. Et on pourrait interpréter et surinterpréter l'idée d'avoir utilisé un reflet, mais c'est la scène la plus simple du film. Le plan dure 10 secondes et elle est d'une force incroyable. Et je suis entièrement d'accord. Et moi, ça m'a fait justement réfléchir sur tout ce qui m'avait été donné de voir avant dans le film. Parce que en plus, après ton visionnage, on en avait parlé en off. Et ce que j'avais ressenti, c'est que c'est un film quand même qui va moins frontalement dans l'émotion que Jerry ou même Elephant. C'est un film qui est d'une simplicité déconcertante, qui utilise des procédés très simples, vraiment très simples, de mise en scène et en termes de technicité de tournage. On va vraiment pas chercher des choses très élaboré, si ce n'est à la limite ce fameux travelling arrière extrêmement long. Et encore, c'est une prouesse technique humaine de faire quelque chose d'aussi fluide, mais ça reste un procédé simple en soi. Et justement, en fait, je me rends compte que peut-être que ce qui nous a été donné de voir est tellement une vue subjective de ce personnage, on est tellement dans sa bulle, que quelque part, tout ce qu'on voit dans le cadre peut et doit être interprété, analysé, et en fait, est-ce que finalement le monde qu'on a regardé, qu'on a contemplé pendant 7h30, est-ce qu'il est vraiment concret? Est-ce qu'il est, comme tu le disais, peut-être que ses collègues du groupe sont pas là. Il y a plusieurs choses comme ça où on peut finalement remettre tout en question, parce que la fin nous montre quelque chose de résolument fantastique. On montre une âme montée au ciel, mais ici encore, c'est fait avec un procédé tellement simple que finalement, ça fait écho à tout ce qu'on a vu avant. Et du coup, puisque c'est aussi simple que tout ce qu'on a vu avant, techniquement, est-ce que finalement, on serait pas passé à côté d'énormément de choses qui toucheraient au fantastique? Cette séquence remet en question la quasi-totalité du montage du film. Et c'est en ça que je trouve que Gus Van Sant, qui est l'auteur du montage, il me semble, pour Last Days, est un excellent monteur. Et comme tu dis, la séquence, avec ce reflet, incite, je pense, à remettre tout en question un autre reflet possible du film. Et je trouve que c'est une bonne manière, de conclure cet épisode. On n'est pas là pour proposer une interprétation, une seule et unique interprétation qui peut venir décortiquer le film. C'est vraiment une interprétation ici qui est la nôtre, qui consiste à poser peut-être un éclairage avec des émotions et des subjectivités qui sont différentes. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là, si ça te va. Merci d'avoir discuté avec moi de ce film absolument passionnant. Eh ben, merci à toi, Hélène. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'épisode jusque-là. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode des Miettes. Et on vous laisse avec le bêtisier. Bonne soirée. Vas-y, attends. Et si tu... Mais c'est le brun, c'est pas le blond. Dans ma tête, c'était le blond. Ouais, mais cette séquence, elle est au début, alors. Elle est au début, putain. Oh, laisse tomber. Oh, ça craint. Ouais, c'est au début, ça. Mais oui, effectivement, il y a effectivement... à la fin. Faut que je le... Ah non, c'est tout au début, ça. Tu couperas. C'est pour ça qu'en fait, j'arrivais pas dessus, parce que je... Pardon. Ça, c'est le premier... je crois que c'est le premier plan séquence, en plus, de Marche. Dans ma tête, c'était à la fin, mais il y en a pas un à la fin, comme ça. Non, j'ai rêvé. Bon, bref. Oh, c'est pas grave, tu couperas. Non, je vais laisser. Tu couperas cette erreur faramineuse. Il y a... Pas de soucis. Voilà. T'as un concert d'oiseaux derrière toi, c'est merveilleux.
C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Les petits oiseaux, tous les soirs, sur les bords de ma fenêtre. Hélène, c'est Cendrillon. Cendrillon, ah d'accord. Au début, je vivais dans un Disney, maintenant c'est Cendrillon. Tu vas me sortir quoi après? Bah non, mais en même temps, les princesses. Les oiseaux, c'était sauce, quoi. Les oiseaux, c'était sauce et tout, ils font tout pour toi. Tu sens que... C'est mon public. L'énergie, on la voit littéralement sortir de son corps. Il utilise ses dernières forces pour finalement se laisser... comment on dit? Giser? Gésir. C'est vrai, on dit gisir? On dit gésir. Gésir? Gésir, ouais. C'est pas beau comme terme, hein. Mais ouais. Ah non, c'est pas beau. On dit gésir, ouais. D'accord, ok. Moi, je vais dire s'étaler. Non, mais... Putain, c'est terrible, j'avais un mot en tête. Ah, une ironie. Bref, je repars. Oh, j'ai fait saturer la piste de fou. Je sais pas comment je vais la monter dans le bêtisier. Je sais pas si elle est montable dans le bêtisier tellement j'ai échappé ce rire qui venait du cœur. Tu t'attends à ce qu'il te sorte un mot de malade, le gars. Tu crois qu'il a retenu le dictionnaire par cœur tellement... L'ironie. Une ironie. Ça te la coupe, hein. On est fatigué. Bordel. Bref. Tu mettras pas ça dans le bêtisier, s'il te plaît. Maillot. J'ai ta carrière entre les mains, Mehdi. Non, on n'inverse pas les rôles comme ça. Donc, on a effectivement dans la partie plus auteur, entre guillemets, le film My Own Private Idaho, avec Keanu Reeves et... Je vais même pas dire le casting. J'ai dit les noms des autres, j'ai pas dit le casting. Qui s'en bat les couilles. Il en a plus rien à foutre. Voilà. Donc, j'ai de mettre tout ça bien dans l'ordre et bien dans le bon sens. Ah, je suis fatigué, c'est trop tard là. Peut-être aborder... Je suis fatigué, Mehdi. Putain, mais moi aussi là, pourquoi je fais des phrases compliquées? Pourquoi je dis pas Il est 22h23, on est éclataxe. Il fait précisément 26 degrés dans cette pièce. Non. Pourquoi non, mais de toute façon, la prochaine fois, je dis ouais, franchement, le film il est cool, va le voir. Va le voir, il est chouette et tout. C'est fun. Mehdi, tu mettras du didgeridoo? Ah oui, absolument. Absolument, ça t'inquiète pas, le didgeridoo, il va y en avoir. Allez. On va didgerider ce podcast.